La Lune, on la voit presque tous les soirs, hein, mais elle est bien plus qu'une simple lumière dans la nuit. C'est un peu notre miroir, une clé pour comprendre la Terre. Alors aujourd'hui, dans ce deep dive, on plonge dans sa naissance, assez violente, son rôle crucial pour nous, et pourquoi tout d'un coup tout le monde veut y retourner. On se base sur pas mal de recherches, hein, géologie lunaire, astrophysique, et puis aussi les programmes spatiaux actuels. Notre mission, dégoter les pépites. Comment elle est née, quelle est son influence, même cachée, et quel avenir là-haut. Allez, on y va. Commencions par le commencement, si on peut dire. Avant l'idée qu'on a aujourd'hui, il y avait d'autres théories, non? Fission, capture, apparemment ça collait pas. Pourquoi? Exactement. Ces premières idées, elles butaient sur, disons, trois gros points. D'abord, l'énergie de rotation du système Terre-Lune, ce qu'on appelle le moment cinétique. Il est très élevé. Ensuite, le noyau de fer de la Lune. Il est tout petit par rapport à celui de la Terre. Et troisièmement, et ça c'est vraiment le point clé, la chimie. Les isotopes de la Terre et de la Lune sont quasiment identiques. Des vraies jumelles, quoi. Et aucune ancienne théorie n'arrivait à expliquer les trois en même temps. D'accord. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse de l'impact géant, la solution miracle. C'est l'hypothèse dominante, oui. L'idée, c'est qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre, encore toute jeune, a été heurtée par une autre planète, une protoplanète de la taille de Mars, qu'on a surnommée Theia. Un choc, pas de face, plutôt tangentiel, ça aurait pulvérisé Theia et arraché une partie du manteau terrestre, et tous ces débris, projetés en orbite, se seraient ensuite agglomérés pour former la Lune. Attendez, donc une seule collision expliquerait tout ça. Le petit noyau, l'énergie et les isotopes. Comment ça marche pour les isotopes, justement? C'est ça le plus fou, non? Ben oui, c'est un peu la beauté du modèle. Le noyau de fer de Theia aurait plongé et fusionné avec celui de la Terre. Voilà pour le petit noyau lunaire. L'impact de côté, ça donne le bon moment cinétique. Et le mélange hyper brassé des roches des deux manteaux lors de l'impact, eh bien ça explique les isotopes si similaires. Ça explique même d'autres détails, comme l'océan de magma initial sur la Lune. Et pourquoi les pauvres en éléments volatiles, ils se sont évaporés avec la chaleur, quoi. C'est assez incroyable comme scénario. Mais vous disiez que même ce modèle, il continue d'évoluer. Il y a encore des points qui coincent un peu. Ah mais la science, c'est jamais fini. Ce qui est fascinant, c'est que cette similarité isotopique, elle est tellement parfaite que c'est encore un petit défi de l'expliquer juste par le mélange. On parle parfois de crise isotopique. Et puis on a découvert de l'eau sur la Lune. Ça contredit un peu l'idée de départ d'une Lune complètement sèche, née dans le feu. Du coup, de nouvelles simulations explorent des scénarios un peu différents, peut-être une formation plus rapide, qui mélangerait encore mieux la matière terrestre. Bref, on affine l'histoire. Une naissance vraiment mouvementée. Mais une fois là, son influence sur Terre est devenue énorme. On pense tout de suite aux marées, bien sûr. Absolument. L'attraction de la Lune, même si elle est plus petite que le Soleil, elle gagne pour les marées parce qu'elle est beaucoup, beaucoup plus proche. Son influence est à peu près 2,2 fois plus forte que celle du Soleil sur les océans. C'est elle, la grande chef d'orchestre des marées. Mais il y a un autre rôle, plus discret, mais peut-être encore plus essentiel. Oui, et c'est peut-être son rôle le plus fondamental pour la vie telle qu'on la connaît. Elle stabilise l'axe de rotation de la Terre. Grâce à elle, notre planète reste inclinée bien sagement autour de 23,5 degrés. Sans la Lune, cet axe, il pourrait basculer de façon complètement chaotique entre 0 et 90 degrés. Imaginez les changements climatiques extrêmes. Ça aurait rendu l'émergence d'une vie complexe très très difficile. C'est notre encre cosmique en quelque sorte. Incroyable. On lui doit beaucoup en fait. Et ce balai Terre-Lune, il a d'autres conséquences? J'ai lu que la Lune s'éloigne tout doucement. Tout à fait. C'est une conséquence directe des marées. Elles freinent très très légèrement la rotation de la Terre. Le jour s'allonge, mais c'est infime, genre 2 millisecondes par siècle. Et pour que l'énergie du système se conserve, cette perte de rotation terrestre est compensée par l'éloignement de la Lune. Elle s'écarte de nous d'environ 4 cm par an. 4 cm par an. C'est fou! Et ça influence même le vivant. Oui, on le voit chez certains animaux marins notamment. L'exemple classique, c'est la ponte des coraux. Elle est souvent synchronisée quelques nuits après la pleine lune. La lumière lunaire agit comme un signal. Bon, et après des décennies un peu calmes côté lunaire, là c'est le grand retour, Artemis, Chang'e. Pourquoi maintenant? C'est quoi l'urgence? Il y a plusieurs moteurs. La science,
toujours. La Lune, c'est une archive incroyable de l'histoire du système solaire, il y a encore plein de choses à apprendre. Il y a aussi le potentiel pour l'astronomie. Imaginez des radiotélescopes sur la face cachée, protégés du bruit radio de la Terre. Mais le gros truc aujourd'hui, c'est clair, c'est la perspective des ressources. Les ressources. Utiliser ce qui est déjà là-haut. C'est ça l'ISRU. Exactement. L'utilisation des ressources in situ. Et la ressource dont tout le monde parle, c'est la glace d'eau. On a confirmé qu'il y en a, surtout au pôle, dans des cratères qui ne voient jamais le soleil. De l'eau sur la Lune. Ok, mais pourquoi c'est si crucial? Ah, mais c'est énorme, hein, si on regarde la vision d'ensemble. Cette eau, c'est de l'eau à boire pour les astronautes, c'est de l'oxygène pour respirer, et surtout, si on la décompose en hydrogène et oxygène par électrolyse, on obtient du carburant pour fusée. Ah oui, d'accord. Une station-service lunaire, en gros. C'est un peu l'idée. Produire le carburant là-haut, ça réduirait énormément les coûts pour aller plus loin. Vers Mars, par exemple, la Lune deviendrait une étape logistique clé. Et puis c'est aussi le terrain d'essai parfait pour tester les technologies, des procédures, avant de se lancer dans le grand voyage vers Mars. Donc si on résume, la Lune est née d'une collision avec nous, elle a stabilisé notre planète, a peut-être même aidé la vie à éclore, et maintenant elle pourrait être notre tremplin vers le reste du système solaire. C'est ça. Notre relation avec elle est en train de changer radicalement. On est passé de l'observation passive à l'exploration, et maintenant on envisage une forme d'utilisation, une interaction beaucoup plus directe. Ce qui nous amène à une dernière pensée peut-être. Alors qu'on s'apprête à écrire ce nouveau chapitre lunaire, comment va-t-on faire ? Comment trouver le juste équilibre entre cette soif de découverte scientifique, l'attrait économique évident des ressources, et puis la nécessité de préserver ce monde unique qui est quand même le premier témoin de nos pas hors du berceau terrestre. Voilà une question qui risque de nous occuper pas mal dans les années à venir.